Merci Jean-Pierre d'avoir modéré cette session qui effectivement nous parlait d'un exposome dont on voit assez bien comment et ce qu'on doit mesurer, même si ce n'est pas toujours facile de le mesurer, en termes de facteurs d'exposition, et ensuite de faire le lien entre l'exposition à ces facteurs d'exposition, le moment où l'exposition survient, et ses effets sur la santé. Donc maintenant, comme d'ailleurs nous l'a fortement suggéré, nous y a fortement invité le professeur Vinéis, on va parler d'autres éléments finalement qui peuvent peser, influer sur cet exposome, qui est finalement une forme d'histoire intégrale de ce qui va déterminer nos réactions biologiques. Et donc, pour modérer la session sur l'exposome social, j'appelle Thomas Bayeux, qui est au sein de la mission Sciences sociales, expertise et société de l'ANSES, chef de projet. Et c'est donc lui qui va modérer cette deuxième session. Thomas. Bonjour à tous, merci Mathieu. Effectivement, comme tu l'as souligné, la question de l'exposome social a été évoquée ce matin dans les premières présentations. Et un lien avec les questions de prévention peut être développé également. Donc, je n'ai pas monopoliser la parole. Je vais laisser la place aux intervenantes sur cette session. Donc, dans un premier temps, Lola Neufcourt va vous présenter des éléments en lien avec la littérature relative à l'exposome et comment cette littérature prend en considération ou essaie d'étudier les déterminants sociaux. Et dans un deuxième temps, Séverine Deguin interviendra également, donc j'aurai l'occasion de la présenter. Donc Lola Neufcourt est actuellement en postdoc au sein du Centre d'épidémiologie de recherche en santé des populations, donc le CERPOP à Toulouse. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche qu'on mène dans l'équipe du CERPOP à Toulouse et qui s'intéresse à la prise en compte des variables sociales dans la littérature sur l'exposome. Alors d'abord, je voulais revenir sur les inégalités sociales de santé et leur définition. Donc on appelle inégalité sociale de santé le fait que la santé des individus ou des populations diffère selon leur situation sociale. Et donc il existe en fait un gradient social de santé, c'est-à-dire que les personnes les plus socialement favorisées ont une meilleure santé que les personnes de niveau social intermédiaire qui eux-mêmes ont une meilleure santé que les personnes de niveau social plus défavorisées. Donc ces inégalités sociales de santé, elles sont observables dans tous les pays pour une majorité des pathologies et des causes de décès, et y compris les maladies émergentes comme on a pu le voir récemment avec le Covid-19. Donc elles sont aussi observables quel que soit l'indicateur individuel de position socio-économique et dès les premiers âges de la vie. Les inégalités sociales de santé sont aussi injustes puisqu'elles sont en partie liées à des déterminants sur lesquels on peut agir et sont donc évitables. Alors quels sont les déterminants sociaux de la santé ? L'OMS les définit comme les conditions sociales dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent et travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Et donc, en fait, on retrouve au centre la santé, et autour duquel s'entremêlent un certain nombre de déterminants qui sont à différentes échelles. Donc d'abord les caractéristiques individuelles, puis ensuite à une échelle un peu plus grande les milieux de vie, de travail, de famille, puis ensuite à un niveau encore un peu plus haut les systèmes, par exemple le système éducatif, le système de santé, et enfin le contexte global, donc culturel, social et politique. Et ces différents déterminants en fait, vont interagir les uns avec les autres et aussi interagir dans le temps. Donc l'exposome, quant à lui, donc je ne vais pas revenir sur la définition dont on a pas mal parlé ce matin, mais regroupe à la fois un exposome externe au corps et un exposome interne, donc plus à l'intérieur du corps humain. Et il y a un intérêt grandissant de la recherche dans l'exposome sur les déterminants sociaux de la santé, et en particulier l'ensemble de mécanismes qu'on appelle incorporation biologique du social, donc Monsieur Vinéis a un peu parlé ce matin, et donc qui est un ensemble de mécanismes qui relient l'exposition sociale finalement à une réponse biologique qui se traduit par des inégalités de santé.
Et finalement, donc, on voit l'importance d'inclure les facteurs sociaux au sein de l'exposome pour comprendre comment se construit l'état de santé, mais reste la question de comment les intégrer dans le cadre théorique. Alors pour ça, on a voulu répondre à 3 questions. Tout d'abord, dans quelle mesure les facteurs sociaux apparaissent dans la littérature sur l'exposome? De quelle manière est-ce que les variables sociales sont utilisées dans les analyses empiriques et la modélisation statistique? Et enfin, comment les facteurs sociaux sont pris en compte dans l'hypothèse de la recherche ou la démarche scientifique globale? Et pour cela, on a utilisé la méthodologie de la scoping review. Alors, la première étape, ça a été de définir la recherche bibliographique. Donc là, je vous ai présenté l'ensemble des mots-clés qui ont été utilisés pour définir le social, avec un rappel donc, du schéma précédent sur les différents niveaux auxquels se situent les déterminants que l'on a essayé de chercher dans la littérature. Et on a donc couplé l'ensemble de ces mots-clés avec le mot-clé exposome. Donc, on a également défini plusieurs critères d'éligibilité. Les articles devaient être révisés par les pairs. Il devait s'agir de recherches empiriques sur la population humaine. Les études devaient également utiliser le concept d'exposome au sens assez large d'exposition multiple. Et elles devaient également utiliser au moins une variable liée à l'environnement social. Il y a eu un tri ensuite de tous les abstracts par au moins 2 personnes. Puis ensuite, nous avons, excusez pour la petite faute de typographie, nous avons extrait donc les articles sélectionnés et nous avons décidé de prendre une approche descriptive pour synthétiser les résultats de par l'hétérogénéité des articles qu'on a trouvés. Donc, je vous présente ici le processus de sélection. Donc, nous avons cherché dans 3 bases de données, Web of Science, Embase et PubMed, et identifié un total de 882 articles, ce qui correspondait en fait, après suppression des doublons, à 400 articles uniques, qui ont été triés donc, sur la base du titre et du résumé. 328 ont été exclus sur cette base et 9 ont été exclus après lecture complète de l'article. Et au final, nous avons inclus dans l'analyse 63 études. Alors, quelques caractéristiques concernant les études sélectionnées. Donc, je vous ai représenté ici l'année de publication, sachant que la recherche bibliographique s'est arrêtée à juin 2021. Donc, on peut voir un nombre croissant d'études publiées au fur et à mesure des années. En termes de pays, l'Europe représentait 48% des publications, les États-Unis 28% et le reste du monde 24%. Et en termes de population d'études, alors on avait à peu près 45% des articles qui s'intéressaient à des populations autour de la période de naissance, donc les femmes enceintes, les nouveau-nés et les jeunes enfants en rapport avec les expositions maternelles. 27% qui s'intéressaient à des populations adultes, 14% à des populations enfants et adolescents, et ensuite le reste était à des échelles un peu moins individuelles, donc à l'échelle du foyer et à l'échelle de l'unité géographique. Donc en termes de l'utilisation des variables sociales, parmi les 63 articles donc, qui ont été inclus, environ un tiers utilisaient les variables sociales comme exposition, environ 20% comme facteur de confusion et 22 autres % comme à la fois exposition et confusion. Et finalement, il restait un quart, 25% des articles qui utilisaient les variables sociales de manière un peu moins, droite au but, entre exposition et confusion. Ça pouvait être un effet d'interaction, une combinaison entre exposition et effet d'interaction, ou confusion, interaction, etc. En termes de la nature et du type des variables sociales, donc dans l'ensemble des papiers, on a identifié 257 variables sociales qui se répartissaient finalement en 4 grandes catégories. Les variables sociales au niveau individuel, qui représentaient 35% de l'ensemble des variables, avec 2 principaux indicateurs qui étaient mentionnés, notamment l'éducation et l'origine ethnique.
Un autre ensemble de variables qui représentait 28% qui étaient les variables écologiques, donc au niveau de l'unité géographique, et parmi lesquels on retrouvait principalement les indicateurs de pauvreté et de difficultés financières, ainsi que les indices de défavorisation. On avait ensuite un troisième groupe qui était les caractéristiques parentales, qui représentaient 21% de l'ensemble des variables sociales, avec le niveau d'éducation qui représentait plus de la moitié des variables utilisées. Et à noter également que dans ce groupe, c'était principalement les caractéristiques maternelles qui étaient utilisées et moins souvent les caractéristiques paternelles. Et enfin, dans le dernier groupe, il s'agissait des variables à l'échelle du foyer ou de la famille, et qui représentaient 16% de l'ensemble des variables sociales, avec les conditions matérielles et l'entourage, le soutien social qui ressortaient particulièrement. Et donc, l'ensemble de ces variables sociales, dans l'ensemble de ces variables sociales, 60% étaient utilisés comme exposition et 27% en facteur de confusion. Donc ensuite, en termes d'hypothèses et de mécanismes sociaux qui étaient présents dans les papiers, donc parmi les 63 articles, on avait à peu près la moitié, donc 30 articles qui utilisaient une approche agnostique. Alors je l'entends au sens de sans hypothèse initiale. Parmi elles, environ la moitié utilisaient une approche que j'ai qualifiée de classique, sans forcément de mention du coup d'hypothèse ou de mécanismes sociaux, et l'autre moitié qui qui évoquait des hypothèses sociales. Ensuite, on avait à peu près 49% des études qui utilisaient une approche par test d'hypothèse. Et parmi elles, on avait donc 7 papiers qui précisaient une hypothèse sociale dans l'introduction, contre 24 qui ne précisaient pas d'hypothèse sociale dans l'introduction. Et enfin, un découpage au niveau de la discussion. Donc 4 études parmi celles qui présentaient une hypothèse sociale présentaient également un mécanisme social dans la discussion, et 2 également présentaient un mécanisme social dans les études ne présentant pas d'hypothèse sociale au départ. Et enfin, 2 derniers papiers utilisaient des approches mixtes, donc à la fois agnostique puis test d'hypothèse. Donc finalement, ce qu'on a pu voir dans la review, c'est que les principaux usages des variables sociales, c'était à la fois comme variable d'exposition et comme facteur de confusion, que certains indicateurs étaient plus fréquemment utilisés que d'autres, en particulier l'éducation, qui est un indicateur de position socio-économique qui est plus facile à harmoniser entre les pays, mais il y a quand même quelques précautions à considérer, notamment par exemple le fait que la proportion de personnes avec le niveau baccalauréat a également évolué dans le temps, ou même l'âge de l'école obligatoire. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi garder en tête. Les indices de défavorisation également ont été souvent utilisés, notamment comme proxy pour pallier le manque de variables individuelles. Et enfin, concernant les mécanismes et hypothèses sociaux, on a pu voir qu'ils étaient rarement spécifiés dans les études qui utilisaient une approche par test d'hypothèse. Donc, pour finir, je présente ici peut-être quelque chose comme des recommandations qu'on pourrait faire pour la recherche qui s'intéresse à l'intégration des variables sociales dans la recherche sur l'exposome. Donc, avec une première question qui peut être de se demander si on les utilise comme variables de confusion, auquel cas ce type d'approche a l'avantage de prendre en compte la variable sociale qui influence à la fois les variables dépendantes et indépendantes dans une analyse, mais qui peut avoir comme inconvénient d'interpréter en fait l'effet de cette variable de confusion sur le résultat, ou alors de les considérer comme des expositions. Et là, on peut se demander si on utilise une approche agnostique qui est donc sans hypothèse a priori et plutôt génératrice d'hypothèses, ou une approche par test d'hypothèse. Et auquel cas, dans l'approche agnostique, donc cette méthode présente l'avantage d'explorer les données et d'identifier des hypothèses d'intérêt,
alors qu'elle présente par contre comme inconvénient une absence de prise en compte des relations hiérarchiques entre les différents facteurs sociaux qui peuvent être structuraux, les facteurs sociaux ensuite en aval et les autres expositions. Tandis que l'approche par test d'hypothèse, elle présente l'avantage de tester explicitement la manière dont les expositions sociales sont liées à la variable biologique ou la variable de santé. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est difficile de tester plusieurs hypothèses à la fois. Et enfin, lorsqu'on s'intéresse à une approche par test d'hypothèse, il faut également essayer de se poser la question du mécanisme qui pourrait sous-tendre l'hypothèse qu'on fait de lien entre la variable sociale et les variables biologiques, sachant que dans la littérature en épidémiologie sociale, il y a principalement 3 hypothèses. L'hypothèse comportementale, donc qui sous-tend que les variables sociales peuvent être liées à des comportements de santé différents, donc par exemple l'activité physique, la consommation d'alcool, la qualité de l'alimentation ou le tabagisme. L'hypothèse matérielle, qui, elle, concerne plutôt les expositions physiques et chimiques, donc soit liées aux conditions de vie, les conditions de travail, ou voilà, globalement les grands axes. Et enfin, l'hypothèse psychosociale, qui, elle, s'intéresse plus aux facteurs de stress, ou les adversités pendant l'enfance, ou les discriminations. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Beaucoup pour cette intervention. En plus, dans les temps, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette présentation? Oui. Thank you very much. Very interesting. I speak in English, unfortunately. Well, what I want to say, it's not a question, is that I think it is a mistake to consider social exposures, social determinants as confounders. It's really a mistake because it is an overarching determinant. And even the 3 categories you consider at the end, they are downstream of social inequalities. And if you use social inequalities as a confounder, you introduce much confusion in the interpretation and also in the mathematical treatment of the data. Well, this is my point of view. I don't know whether you agree about it. You have been very neutral, I would say, which is fine. But perhaps it is useful to reflect a little more about this and the chain of causation from overarching social determinants to the downstream categories like the ones you described down to diseases. Je vais répondre en français si ça vous dérange pas. Du coup, oui, je pense. Enfin, j'ai essayé. En fait, là, l'idée c'était vraiment de partir de ce qu'il y avait dans la littérature et peut-être d'essayer d'orienter un petit peu pour aider à structurer un petit peu peut-être la façon dont le social pouvait être pris en compte. Mais je pense que je partage avec vous l'idée que vraiment les déterminants sociaux, c'est un peu le chapeau au-dessus de l'ensemble des autres expositions et qu'elles structurent, enfin certains déterminants sociaux structurent vraiment l'ensemble des expositions donc physiques, chimiques et climatiques et de l'environnement extérieur. Et que donc du coup, effectivement, je dirais l'idéal, c'est de les considérer comme des expositions parce qu'à mon sens, c'est vraiment ce qu'elles sont. Mais par contre, si on a une hypothèse spécifique qui est une exposition particulière sur un facteur de santé particulier, c'est quand même intéressant de prendre en compte le social d'une manière ou d'une autre, même si ça ne reste pas notre priorité numéro 1. Ce serait mes éléments de réponse. Oui. On va prendre encore peut-être les 2 questions et après on passera à la prochaine présentation si ça vous convient. Monsieur et après ici. Oui, bonjour. Alors, c'est peut-être dans la droite ligne de la question qui était avant, mais j'ai trouvé que dans les études, la question du milieu du travail, le monde du travail, est particulièrement absent. Alors que c'est quand même un lieu d'exposition, que ce soit physique ou psychique, qui est quand même important, et c'est un temps de
l'avis qui lui aussi est important. Est-ce que c'est un choix qui a été fait de l'englober dans autre chose, ou est-ce que ces études-là sont particulièrement manquantes ? Non, alors j'ai pas forcément décrit, par exemple, lorsque j'ai donné les chiffres sur les populations d'études, je ne suis pas forcément rentrée dans les détails des contextes plus généraux dans lesquels elles ont été faites, mais dans les 63 articles, il y en a quand même un certain nombre qui s'intéressent aux expositions physiques et chimiques au travail, et une particulièrement dans les 6 qui proposent un mécanisme qui aborde justement cette question d'exposition chimique et psychosociale différentielle dans le monde du travail. Donc elles sont dans le contexte, dans le corpus global. Après, je ne peux pas vous donner exactement le nombre d'études, mais en tout cas, elles sont présentes dedans. Ça marche là ? Oui. Bon, j'ai travaillé sur les inégalités sociales de santé avec Thierry Lang ou autres. Est-ce que le terme exposome, pour les études récentes, est en train d'apparaître dans la littérature? Si on considère des articles très plus anciens, on ne retrouve pas le terme exposome. Est-ce que c'est votre point de vue ? Oui, alors c'est vrai que du coup, les études la plus ancienne dans les 63, il me semble qu'elle date de 2014. Donc effectivement, c'est un petit champ de la littérature et surtout la littérature récente. Après, c'était aussi la volonté au moment de définir la recherche et les mots-clés, de justement voir finalement, lorsqu'on utilise ce mot, qu'est-ce qui est derrière en termes de social. Et donc, c'était finalement un peu une façon de cibler aussi notre recherche. Donc, je pense aussi, effectivement que c'est un peu contraignant sur l'utilisation du mot-clé exposome et que potentiellement des études plus anciennes, sans le mentionner finalement, utilisaient peut-être déjà une approche de ce type. Merci beaucoup Lola pour cette présentation. Donc après ce propos introductif, j'ai envie de dire sur la question, le paysage de la littérature en matière d'exposome social, je vais laisser la parole à Séverine Deguin qui articulera sa présentation autour de la définition des inégalités sociales et environnementales et la question qui s'avère vraiment fondamentale des différentiels de vulnérabilité au travers d'illustrations en France ou en Europe. Donc là, même consigne, 15 minutes de présentation et après un petit temps d'échange. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de présenter cette problématique des inégalités sociales et environnementales. Donc, je vais essayer de dresser un panorama assez rapide sur les inégalités sociales et environnementales, et ensuite je ferai un focus sur un des projets de recherche que j'ai pu conduire depuis une dizaine d'années. Alors, lorsqu'on parle d'inégalités sociales et environnementales, finalement, la première question, c'est de quoi parle-t-on ? Et en fait, le nuage de mots reflète un petit peu la complexité du champ, à la fois au niveau des termes utilisés, mais des domaines, des disciplines qui travaillent dans ce champ-là. Et donc, c'est une question relativement complexe. Et en simplifiant, finalement, il y a quand même deux mécanismes qui apparaissent, qui rentrent en jeu lorsqu'on parle d'inégalités sociales et environnementales. Tout d'abord, ce qu'on appelle le mécanisme de différentiel d'exposition, qui est rapidement illustré sur ce petit graphique qui montre simplement cette idée qu'on peut avoir, et je vous l'illustrerai sur quelques agglomérations sur lesquelles on a pu travailler, mais qui illustre l'idée qu'on pourra avoir de finalement, lorsqu'on est plus défavorisé socio-économiquement, on réside ou on travaille, on a évoqué le monde du travail, à des niveaux d'exposition plus élevés ou à une panoplie, une diversité de nuisances plus importantes. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le différentiel d'exposition, à savoir on est finalement plus exposé que d'autres groupes de population. Le deuxième mécanisme, on va s'intéresser davantage aux mécanismes de vulnérabilité. Donc là, ça fait écho un peu plus aux différentes hypothèses et mécanismes que Lola a pu vous décrire juste avant. Finalement, c'est cette idée qu'à niveau identique d'exposition,
ou à nombre de nuisances environnementales auxquelles nous sommes soumis identiques, on va avoir les populations plus défavorisées qui vont souffrir de davantage d'événements de santé, où on va avoir des événements sanitaires accrus, plus prévalents. Et donc, en épidémiologie, c'est ce qu'on appelle l'effet modificateur, hein, c'est-à-dire que le niveau socio-économique, alors à la fois contextuel, c'est-à-dire sur le lieu de résidence des populations, mais également individuel, mais même au-delà des caractéristiques socio-économiques individuelles, le lieu de résidence, les caractéristiques va jouer un rôle, et les caractéristiques socio-économiques va venir modifier l'effet, je l'illustrerai par la pollution atmosphérique, va venir modifier l'effet sur la santé de l'exposition à la pollution atmosphérique. Et puis, enfin, on pourrait imaginer les deux mécanismes, à savoir à la fois un groupe de population qui pourrait souffrir de niveaux d'exposition plus importants ou un nombre de nuisances environnementales plus importantes, et en même temps une vulnérabilité accrue de par les conditions ou le statut socio-économique de ces populations-là. Alors, juste pour rappeler un petit peu, cette problématique des inégalités environnementales, c'est une problématique relativement récente. Avec tout d'abord un premier rapport européen auquel j'ai pu contribuer, qui visait justement à faire un état des lieux, puisqu'on commençait à entendre dans les années 2010 de cette problématique des inégalités environnementales. Et donc l'OMS, le Bureau européen, a souhaité dresser un état des lieux de cette problématique pour un peu avoir la situation des différents pays européens sur ça. Et donc on a pu dresser cet état des lieux en 2012. Et on a depuis mis à jour ce rapport européen en 2019. Donc tous ces rapports sont disponibles en ligne, bien sûr, sur le site de l'OMS. Et donc, à la suite de quoi, il y a eu différents messages et conclusions, recommandations qui ont été formulées. Alors ici, je ne vais pas toutes les balayer, mais juste, je vous invite à en prendre connaissance si vous voulez en savoir un petit peu plus, pour regarder finalement l'évolution qu'il y a eu entre 2012 et 2019 et de savoir où on en est aujourd'hui de cette problématique-là. J'ai simplement souhaité attirer votre attention sur l'une des premières conclusions du rapport, qui était que finalement entre 2012, donc là on a fait l'état des lieux, et 2019, donc l'update de cet état des lieux, on a pu noter une nette amélioration des conditions environnementales, et ce, quels que soient les différents pays européens. Mais simplement, on voyait que ces améliorations, elles n'ont pas bénéficié à toutes les populations de la même façon, et que certains groupes de populations ont bénéficié, mais dans une moindre mesure. Et notamment, c'était le cas des familles monoparentales et des populations qui vivaient en dessous d'un certain seuil de pauvreté. Je pourrais revenir sur le choix de ces indicateurs, puisque effectivement, le choix de ces indicateurs était aussi dépendant des données disponibles, et c'est un des points qui rend assez compliqué l'investigation de cette problématique. Et donc, ces indicateurs sociaux avaient été utilisés pour assurer une comparabilité des différents pays européens, et parce qu'on avait l'information dans les différentes bases. Donc voilà au niveau européen. Au niveau français, donc on a le plan national santé environnement 2 qui finalement, pour la première fois, j'ai envie de dire, formalisait vraiment sous forme d'un objectif la réduction des inégalités environnementales, avec effectivement ce souci d'une réduction des expositions aux différentes nuisances environnementales, mais avec un angle particulier, un intérêt particulier au niveau socio-économique, où là, effectivement, on commençait à s'intéresser au fait que les différents groupes socio-économiques pouvaient souffrir d'effets sanitaires en lien avec certaines nuisances environnementales, et notamment la pollution atmosphérique, pouvaient souffrir d'effets sanitaires accrus par rapport à d'autres groupes de population. Enfin, ici, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est juste quelques éléments pour montrer que finalement, en France, on a plusieurs équipes de recherche qui travaillent à investiguer cette problématique des inégalités environnementales. L'équipe de recherche de Rémi Slama à Grenoble, Laurent Éloi, on a l'INERIS qui travaille aussi sur cette problématique, et le projet de recherche Equitaria que je pilote depuis 2012, et je vous donnerai quelques éléments de résultats de ce projet.
projet-là. Donc au niveau français, on voit que la recherche s'est saisie de cette problématique. Et puis encore récemment, c'est juste là, en novembre, un article qui rementionnait la pollution atmosphérique avec une des études que nous avons pu conduire sur Paris, justement sur cette problématique-là, qui, dans son titre, mettait un exemple flagrant des inégalités environnementales qui perturbent dans le monde. Et donc, je vous détaillerai l'étude de Plus One sur Paris qui a été reprise ce jour-là dans la presse. Alors, les inégalités environnementales, alors c'est peut-être une figure que vous connaissez déjà. Donc, ces résultats-là sont issus du projet de recherche Equiteria, dont je mentionnais tout à l'heure, qui est un projet de recherche qui a été initié en France dans les années 2010. Nous avons 4 agglomérations françaises, l'agglomération de Lille, Paris, enfin 2 agglomérations, Lille et Lyon, et puis nous avons Paris Petite Couronne. Et donc, vous avez en abscisse 3 groupes de défaveurs socio-économiques différents. On a obtenu ces groupes en fonction d'un indicateur de défavorisation qui a déjà été mentionné par Lola. Et donc, qu'est-ce que ces graphiques illustrent? Eh bien, elles illustrent que finalement, donc en abscisse, vous avez les concentrations de pollution atmosphérique. Donc ces graphiques démontrent que finalement, il n'y a pas une réponse unique en France sur la forme de la relation entre le niveau socio-économique des quartiers de résidence, donc ici c'était à l'échelle de l'IRIS, l'échelle infracommunale, et les concentrations de pollution atmosphérique. Et donc là, j'ai pris ces 3 exemples-là, puisque finalement, ça illustre trois formes de relations entre les concentrations en NO2 et le niveau de défaveur, avec tout d'abord à Lille, ici, où vous retrouvez finalement un schéma relativement classique sur lequel on a fondé cette hypothèse de différentiel d'exposition, avec les groupes les plus favorisés ici et défavorisés ici, et donc avec une augmentation du niveau de NO2 avec le niveau de défaveur socio-économique. Vous avez ici un schéma intermédiaire avec à Lyon et ce qu'on retrouve dans d'autres agglomérations comme Strasbourg, avec un niveau de concentration plus élevé pour les IRIS présentant un niveau intermédiaire de défaveur socio-économique. Et puis ici, à Paris, un gradient inverse. Alors, c'est des résultats qu'on retrouve dans d'autres grandes capitales européennes, comme en Italie notamment, avec notamment les quartiers les plus favorisés qui présenteraient des niveaux d'exposition à la pollution atmosphérique plus élevés. Alors voilà, quand on investigue cette problématique des inégalités environnementales, en fait, la complexité de cette problématique au niveau national, c'est que les mécanismes sous-jacents, il n'y a pas un mécanisme unique avec un schéma unique et c'est très territoire dépendant. Et donc, pour vous illustrer un petit peu plus au niveau d'une carte, là, j'ai représenté finalement 2 cartographies qui représentent l'agglomération de Lille à l'échelle de l'IRIS, donc je rappelle l'échelle infracommunale. En haut, vous avez la distribution spatiale de l'indicateur de défaveur ou de défavorisation. En bas, les concentrations de NO2 qu'on a pu obtenir par les collaborations avec les ATMO. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, plus c'est rouge, plus c'est défavorisé. Et ici, plus c'est rouge, plus les niveaux de NO2 augmentent. Et donc, on est bien, effectivement, un schéma, un schéma classique d'une exposition qui est augmentée en fonction du niveau de défaveur. Même illustration, mais cette fois-ci sur l'agglomération de Lyon, où là, effectivement, si on repense au graphique un peu synthétique que je vous ai présenté sous forme de box plot, on a ici toujours l'indice de défaveur, les concentrations de NO2, en rouge plus défavorisé ou une concentration plus élevée. Et donc finalement, on voit qu'on est dans un schéma où on n'a pas une corrélation spatiale, j'ai envie de dire, aussi nette qu'on pouvait l'avoir dans l'exemple précédent, et ce qui explique le box plot que je vous montrais juste avant, à savoir, effectivement, ce sont les catégories intermédiaires qui présenteraient des concentrations plus élevées au niveau du NO2. Alors, l'article de Plus One, pour rentrer un petit peu plus dans le chiffre, donc cet article, c'est un article qu'on a publié donc, sur Paris, pour lequel on investiguait justement cet effet de la pollution à court terme sur le risque de décès, et de regarder si ce risque de décès
lié à une exposition quelques jours avant le décès, est-ce que ce risque pouvait être différent selon les caractéristiques des quartiers dans lesquels on résidait? Alors, les quartiers étant caractérisés soit par le niveau de défaveur socio-économique, donc l'indicateur de défavorisation, soit par le niveau moyen auquel les populations étaient soumises toute l'année, c'est-à-dire sans qu'il y ait de pic d'exposition particulièrement, mais pour marquer la différence qu'à Paris, effectivement, il y a des quartiers soumis à des niveaux d'exposition plus importants que d'autres. Alors, premier résultat que vous pouvez voir ici. Premier résultat, finalement, on a un excès de risque de décès d'environ 1% pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de NO2 quelques jours auparavant avant le décès. Et si cette fois-ci on s'intéresse à ce même risque de décès pour une même augmentation de 10 microgrammes par mètre cube quelques jours auparavant le décès, ici on s'aperçoit que selon la catégorie socio-économique de l'iris, ce risque de décès, il augmente à 3% pour les personnes qui résident dans les iris les plus défavorisés. Donc finalement, lorsqu'on raffine cette analyse et qu'on stratifie par la caractéristique socio-économique du territoire de résidence, on s'aperçoit que le risque de décès lié à une exposition court terme en NO2 va augmenter, va être multiplié par 3. Donc je vais faire vite. Donc ici, finalement, on s'est intéressé à une même stratification du quartier de résidence, mais cette fois-ci sur le niveau de NO2 auquel les populations étaient soumises toute l'année en moyenne. Et donc, on se rendait compte aussi que pour les personnes qui résident dans des quartiers plutôt plus pollués que le reste de la population, mais toute l'année, avaient également un risque de décès plus important. Et puis, lorsqu'on croisait les deux caractéristiques, à la fois le long terme d'exposition au NO2 et la catégorie, la défavorisation, eh bien ici, on se rend compte que pour les populations qui résident dans des quartiers plus pollués toute l'année, mais en plus, lorsqu'ils sont dans des quartiers aussi défavorisés, là, on passait à un risque qui était autour de 6%, il me semble, démontrant ainsi finalement le rôle des caractéristiques sur le lieu de résidence, sur le risque de décès. Et puis, juste si j'ai quelques minutes pour finir, ce plaidoyer que nous avons publié récemment avec l'UNICEF sur pollution atmosphérique et enfants pauvres, pour lequel on a juste cartographié un certain nombre de données, donc c'est sur l'agglomération de Lyon, avec cette fois-ci des données récentes de pollution atmosphérique que nous avons pu obtenir grâce à la collaboration avec Atmo Rhône-Alpes. Et puis, en point, on a juste localisé les écoles sur l'agglomération de Lyon en fonction de leur statut REP ou non REP, à savoir finalement un proxy des caractéristiques socio-économiques. Et là, lorsqu'on regarde finalement le classement de ces écoles REP ou non REP en fonction de est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous de 40 microgrammes qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps le guideline de l'OMS, finalement on a 3 fois plus d'enfants ou d'écoles en tous les cas qui sont localisées dans des zones dépassant les 40 microgrammes par rapport aux enfants donc dans les écoles non REP. Donc pour illustrer aussi que ce n'est pas simplement sur le lieu de résidence, c'est aussi les enfants sur le lieu de l'éducation. Ça peut être sur le lieu de travail, ce qu'on n'a pas investi, mais en tout cas, tout ça reflète finalement la complexité des effets de la pollution de l'air en fonction des différentes caractéristiques des populations et des lieux de vie que la population traverse. Donc c'est ce qui a été appelé la double peine finalement. Les enfants, alors en plus on a parlé tout à l'heure de fenêtres de vulnérabilité, donc on sait en plus, d'après la DOAD ou les 1000 premiers jours, on sait que les enfants constitue aussi une population plus à risque. Donc c'est un peu la double peine. À la fois, entre guillemets, on les qualifie de pauvres, mais en plus, ils sont exposés à la pollution de l'air. Je pourrais revenir sur les diapos, mais je n'ai pas envie de
prendre trop de temps, au risque de me faire rappeler à l'ordre. Et donc, juste pour conclure ici, qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les preuves sont suffisantes pour montrer combien les caractéristiques socio-économiques ou sociales, mais vraiment au sens large, viennent modifier l'effet de l'environnement sur la santé, et qu'effectivement, il faut prendre en compte les caractéristiques socio-économiques pour continuer à avancer sur les effets, notamment de la pollution de l'air sur la santé. Je vous laisse lire les conclusions qu'on a pu écrire justement dans ce plaidoyer qui a été publié mi-octobre de l'UNICEF. Voilà, je suis désolée, la fin est un petit peu rapide, j'ai essayé de tenir les temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Comme précédemment, est-ce qu'il y a des questions dans la salle vis-à-vis de cette présentation? Non, pas de questions. Si, Mathieu. Merci pour la présentation. Effectivement, ce qui est frappant à la fois dans la présentation d'avant et dans la vôtre, c'est à quel point il y a besoin d'avancer dans la documentation de cette composante sociale dans l'exposome. Et on est à la fois frappé par ce besoin et la très grande diversité, le très grand nombre de paramètres qu'on pourrait mesurer. Et finalement, la question qui vient derrière, c'est pour progresser, parce que de toute façon, on progressera uniquement si des données sont accumulées pour caractériser ces liens. Est-ce que vous avez déjà en tête des familles de variables sociales ou sociétales qui seraient importantes d'intégrer dans les travaux soutenus, notamment par la recherche sur l'exposome, pour qu'à chaque fois qu'il y ait des travaux qui ont ce type financés, on puisse garder cette trace des éléments sociaux et desquels. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre question. C'est justement, je pense, que la prochaine étape dans ce champ de recherche, c'est-à-dire essayer de structurer et d'identifier vraiment les indicateurs sociaux et environnementaux pour investiguer cette problématique-là, mais donc des indicateurs de surveillance des inégalités environnementales. Et j'ai envie de répondre aussi, tout dépend pour faire quoi, entre guillemets, puisque effectivement, on voit bien que lorsqu'il s'agit de travaux, et je l'ai cité, les travaux avec l'OMS qu'on a pu publier, les indicateurs choisis ne sont pas forcément les mêmes qu'on choisirait en France. Donc voilà, ma réponse, c'est finalement, c'est la prochaine étape d'arrêter finalement une liste d'indicateurs qui permettrait une surveillance des inégalités environnementales, en veillant à ce qu'effectivement, dans un premier temps, la donnée soit accessible ou à terme, qu'elle puisse être accessible, parce qu'on a toujours cette difficulté d'accès à la donnée. On a le temps encore pour une question. Est-ce que... Oui. Non, je me demande aussi si vous suivez une population, si des caractéristiques biologiques, même simples, hein, on peut faire des omics bien sûr, mais même des choses relativement simples, des hormones, des caractéristiques biologiques d'inflammation, etc., ne peuvent pas aussi venir un peu soutenir un peu cette interaction, finalement cette interaction entre un niveau social et puis une exposition de notre nature. Pas si commentaire. Non, pas spécialement. Moi, j'avais une question ce matin. Il a été évoqué la question des profils d'exposition. Amélie a présenté ces éléments. Dans l'exemple qui figurait sur la pollution de l'air, on se concentrait sur un polluant. Est-ce qu'il est envisageable, ou envisagé du moins, d'avoir une sorte de mix entre les approches, intégrant des profils d'exposition et essayant de les caractériser au travers notamment de facteurs socio-économiques? Alors effectivement, je pense que tu mentionnes le fait qu'on n'est pas exposé à... Effectivement, on a parlé de mélange, je ne sais plus, voilà, madame, on a parlé de mélange, effectivement, et donc les travaux qu'on cite à chaque fois reposent sur l'analyse d'un polluant pris isolément. Donc c'est vrai que c'est une question assez complexe, hein, c'est un champ assez complexe à investiguer. On a investigué cette problématique-là en utilisant des méthodes, comme ça a été cité ce matin par Isabelle Momas ou par Madame Crépet, je crois, oui,
Donc tout ce qui est analyse de données, classification, etc., où on a pu, sur Lyon d'ailleurs, identifier des profils d'iris pour lesquels il y avait plutôt plus de pollution de l'air, plus de nuisances sonores, moins d'espaces verts, donc essayer de prendre au sens large pour intégrer tout ça. Et donc on a pu identifier que ça permettait plutôt d'accroître encore plus l'existence des inégalités environnementales lorsqu'on mettait ça au regard de caractéristiques socio-économiques et même que ça permettait aussi d'accroître un certain nombre d'événements sanitaires avec la complexité effectivement qu'à chaque nuisance environnementale les mécanismes d'action par rapport à différents événements sanitaires sont différents et donc toute la complexité de regrouper plusieurs nuisances environnementales. Mais effectivement, c'est un champ sur lequel on travaille actuellement. Très bien, merci beaucoup. Je pense peut-être une dernière question et après on achèvera cette session. Oui, merci beaucoup. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve. C'est en lien avec cette question justement d'exposome et de globalité des choses. Je me demandais, parce que dans les présentations aujourd'hui, on a beaucoup présenté des choses en termes d'exposition et de nuisances environnementales. Et là, justement, tu parles de choses un petit peu plus complètes, tu parles d'espaces verts. Donc, on parle plutôt de choses qui pourraient aller à l'encontre, c'est-à-dire qui pourraient plutôt être considérés comme des facteurs positifs et non pas négatifs. Et je me demandais dans quelle mesure, quand on parle d'exposome, justement, on n'a pas tout intérêt à présenter aussi ces éléments-là parce qu'ils ont sans doute, ils sont sans doute extrêmement intéressants aussi pour les pouvoirs publics, pour pouvoir justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire ces inégalités peut-être d'une autre manière aussi. Donc ma question, c'est savoir, est-ce que quand on parle d'exposome, on ne parle que de déterminants négatifs ou est-ce qu'on peut aussi se permettre de parler de choses plus globales ? Mais finalement, je me dis quand on parle d'exposome, donc c'est l'ensemble des nuisances environnementales auxquelles on est soumis tout au long de la vie, mais donc ça fait écho aussi à tout ce qui est aménagement du territoire, et c'est peut-être à ça aussi que tu pensais, Nathalie. Et effectivement, je pense que lorsqu'on parle d'exposome, on a tout intérêt à intégrer aussi les choses un peu positives en termes d'exposition environnementale. Et donc, ma réponse, ça serait oui, exposome, en prenant également les effets de certaines expositions environnementales, les effets positifs. Ouais. Si je peux me permettre de compléter, mais je suis tout à fait d'accord avec Séverine. Enfin, la définition d'exposome, ce n'est pas les nuisances environnementales. Pour moi, c'est l'ensemble des facteurs environnementaux exogènes. Si on fait le pendant avec le génome, il y a des gènes dont la mutation peut avoir un effet dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas très facile de définir ce qui est positif ou négatif. Si on métabolise vite les graisses, c'est peut-être positif aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a quelques millénaires quand on manquait de graisse. Enfin bref. Donc en tout cas, c'est l'ensemble des facteurs qui sont extérieurs à l'organisme et qui peuvent avoir un effet sur la santé, qu'il l'ait ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est moi la définition que je trouve la plus générale et qui permet d'être englobée.